Bienvenue à Afrique Émotion, Kelly Amouzou du Togo, là pour nous engager dans les conversations qui comptent et qui, je l'espère, créeront du changement. Vous le voyez, je ne suis plus seule aujourd'hui sur le plateau. J'ai un invité spécial. Il s'appelle Jacques Béguédou, d'origine togolaise, papa d'une fille de 12 ans. Bienvenue Jacques. Merci beaucoup. Merci de m'avoir. Et oui, c'est un plaisir de vous avoir. Écoutez, j'ai cherché, les amis, j'ai cherché les hommes pour avoir ces conversations. Et je veux d'abord vous dire merci d'avoir accepté d'être là. Merci. Parce que c'est pas beaucoup d'hommes qui sont confortables à parler du sujet dont nous allons parler aujourd'hui, qui est le fait que vous êtes un papa, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une fille de 12 ans. Vous êtes divorcé de la mère de votre fille. Et donc, on peut dire père célibataire parce que vous avez la garde partagée de votre fille. Oui. Et votre fille a 12 ans, ça fait à peu près 7 ans que vous êtes divorcés. Donc, la petite avait 5 ans. Et en préparant cette conversation, il y a un sujet quand même assez intéressant que vous avez soulevé, une expérience assez intéressante que vous avez soulevée, qui est celle de, bon, vous vivez à l'Occident. Vous n'êtes pas en Afrique. Oui. Et en Occident, quand on se sépare, on a un divorce. Il y a certaines lois qui demandent que vous participiez financièrement, même si l'enfant n'est pas avec vous, avec la maman la majorité du temps ou avec vous la majorité du temps. Sûr. Et donc, vous partagez avec moi que vous avez eu un moment difficile à accepter le fait que vous deviez donner une contribution financière à la mère de votre fille. Bien sûr. Quand elle n'est pas avec vous. Bien sûr. J'aimerais en savoir plus. Nous aimerions en savoir plus. En grande partie, quand tu es séparé de quelqu'un, en général, il y a un peu ce sentiment, je ne peux pas dire de haine. Il y a un sentiment houleux. Oui, c'est houleux. Un peu plus difficile à expliquer. Mais nous sommes heurtés émotionnellement. Oui. Et ça se traduit en plusieurs choses. C'est ça. Et nous savons, en général, l'une aussi des raisons des divorces, à part peut-être, il y a eu des choses conjugales, il y a aussi l'argent et certaines choses. Mais étant africain, ayant vécu aussi avec un père célibataire, mon père avec toute la garde. J'ai vécu toute mon enfance et toute ma vie avec mon père. Donc, c'était un peu bizarre de mon côté, de non seulement que j'ai la garde partagée, que je dois aussi prendre financièrement, donner de l'argent à cette femme que je ne veux plus être avec pour s'occuper de ma fille. Donc, l'émotion première est que, on est divorcé, je perds la moitié de ma vie, maison, voiture, peut-être même tout mon argent, et maintenant, je dois te remettre de l'argent. Parce que vous pensez que c'est à elle que vous êtes en train de donner l'argent. Bien sûr, parce que l'émotion première est que tu es en train de remettre de l'argent à cette femme. Quelle est la garantie qu'elle va s'occuper de l'enfant avec? Donc, tu es là et intérieurement, tu commences par douter. Et tu es énervé. Et tu ne veux pas le faire. C'est pourquoi la grande partie des pères aux États-Unis, en Europe, ou même en Afrique des fois, aux États-Unis et en Europe, c'est la loi. Il y a la loi qui vous oblige. Donc, le juge te fait le faire. Donc, dans le cas contraire, ça peut te créer des problèmes. C'est ça. Et même en Afrique, des fois, la famille aussi a une pression. Ils disent, est-ce que tu t'occupes de l'enfant? Est-ce que l'enfant a mangé? Est-ce que tu vas lui... responsable, bien sûr. Est-ce que tu es parti? J'ai mon ami qui était célibataire, mon meilleur ami en Afrique, qui était célibataire. Et sa maman demandait tout le temps, mon grand-fils, est-ce que tu vas donner de l'argent à la femme pour le manger et tout ça de l'enfant? Donc, bon, et actuellement, c'est lui et certains de mes amis qui m'ont aidé à comprendre. Donc, le support de ces personnes m'a aidé à comprendre. Mais avec le temps, j'ai compris aussi quelque chose.
Et il a fallu une expérience personnelle pour savoir la différence. J'ai dû être affecté en dehors des États-Unis. Et je n'étais pas vraiment présent. Et vous avez voyagé hors des États-Unis. OK. Et maintenant, elle est juste avec sa maman. OK. 2-3 mois. OK. Personnellement, je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle peut s'occuper d'elle, travailler, faire ceci sans avoir besoin d'aide? Et la garde de l'enfant, et l'école, et le manger à l'école. Et c'est là où ça m'a réveillé pour dire, OK, peut-être que cet argent fait une différence. Parce que je ne suis pas là. Et la grande partie des parents, c'est parce qu'ils ne sont pas vraiment... la distance n'est pas tellement grande. Oui. Et aussi, le problème, c'est quand tu vois l'autre parent, spécialement la femme, ou même l'homme des fois, acquérir de nouvelles trucs. Une nouvelle voiture. Un nouvel appartement. On se dit que... Oh, c'est mon argent qui est en train de payer pour ceci. Wow. Donc, ces choses font que cette haine intérieure que tu as, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ton enfant. C'est parce que tu ne veux pas que sa mère ait accès à ton argent après que vous avez déjà partagé vos biens. C'est assez profond ce que vous partagez. Il est important pour moi d'avoir justement cette perspective-là. OK? Parce que j'ai aussi parlé à plusieurs mamans qui sont dans la situation de l'autre côté de ce que vous venez de décrire. Mais ce qu'elle vit, elle, c'est complètement autre que ce que l'autre pense de l'autre côté. OK? On reviendra un peu là-dessus plus tard, ce que Jacques nous propose comme astuce, comment surmonter cela, parce que quel que soit ce que l'on dise, c'est ton enfant, c'est votre enfant. Et c'est votre enfant ensemble. Et c'est vraiment un travail psychologique. À faire pour... Parce que chaque mois, ce chèque, chaque mois va en dehors de mon compte. Et je peux te dire que les premiers 3 ans, chaque mois, le bas blesse. Chaque mois. Et surtout, il faut une maturité extrême. Vraiment, vraiment extrême pour voir que elle a aussi sa vie. Elle doit vivre. Et elle va évoluer personnellement. Mais est-ce que c'est vraiment ton argent ou cet argent qui fait une différence dans sa vie? Et puis on parle de combien? Non, bien sûr, quel que soit le montant. Donc c'est vraiment l'ego personnel de l'homme qu'il arrête de dire. Et les hommes qui sont matures, j'ai lu des livres ou des gens qui étaient divorcés, des superstars qui sont divorcés et qui ont dit que je m'occupe, malgré qu'on n'est plus ensemble, je m'occupe toujours de mon enfant et de sa maman. Jusqu'au jour où elle me fait signe qu'elle a trouvé un nouvel homme. Si elle a trouvé un nouvel homme, elle n'est plus mon problème. Elle est le problème de cet homme. Je me dis, bon, je ne vais pas aller à cet extrême-là, mais je vais tout faire pour m'occuper de mon enfant, parce que la vérité est que l'épanouissement de l'enfant donne une tâche légère à la maman. Donc, ce qui veut dire que si sa tâche est légère et que l'enfant est épanoui, l'enfant se sent la mieux. relation entre vous et encore devient maintenant une équipe. Ce n'est plus maintenant 2 parents séparés, c'est une équipe. Ce dont l'enfant a besoin. Exactement. Les enfants ont besoin de savoir, que vous soyez séparés ou pas, que vous formez une équipe pour leur bien-être. Bien sûr. Malheureusement, nous avons beaucoup de mal à arriver à ce stade-là. C'est les émotions. Et des deux côtés. Bien sûr. C'est comme je l'appelle, le chemin de la guérison, le chemin de la transformation de soi. Bien sûr. Parce que pour arriver à faire ce dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dû vous surmonter, vous avez dû grandir encore à un autre niveau de vous-même. Après 7 ans, il y a toujours certains moments que je me demande pourquoi est-ce que je suis en train de faire ceci. Jusqu'à présent. Oui, parce qu'il y a des temps où ma fille peut passer tout le mois avec moi. Donc vous faites toujours ce petit calcul-là. Et c'est l'ego de l'homme.
Je me dis, mais elle a passé tout le mois avec moi. Parce que ma fille, elle a l'âge maintenant à 12 ans. Elle décide presque à quel parent elle veut rester. Elle dit, oh, je ne veux pas aller chez ma maman, je veux rester chez toi. Ouais. Et je dis, OK, tu veux rester ici, il n'y a pas de problème. Mais au début, je pense que maintenant qu'elle est plus âgée, aussi le problème que tu vois, c'est que maintenant tu peux dire, OK, je vois que ma fille a besoin ou mon enfant a besoin de quelque chose palpable. Parce qu'elle s'exprime aussi. Exactement. Mais quand elle avait 4 ans, mais quand ils sont petits, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ah! Et c'est ce que vivent plusieurs enfants. Plusieurs enfants sont dans cette situation-là où il y a un parent, je ne veux pas mettre ceci juste sur les autres, il y a un parent qui a cette réticence-là à participer financièrement parce qu'il ou elle ne se rend vraiment pas compte de toutes les petites dépenses qui s'accumulent pour créer un environnement sain pour cet enfant-là. On peut passer des heures sur ce sujet. Bien sûr. Mais on va changer un peu de direction. Alors, présentement, vous êtes en couple? Oui, en couple. Oui. Et vous avez parlé un peu, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du chemin que vous avez dû faire? Vous avez parlé un peu de toutes ces frustrations que vous aviez vécues, cette entre griffes haine que vous aviez eue, et sortir de là, est-ce que vous aviez eu envie d'avoir une femme dans votre vie? Oh non, j'ai même pas fini la question. Je n'ai pas fini la question. Je pense que moi, je me suis marié un peu tôt aussi. Je suis marié un peu plus jeune, à 22 ans, j'étais déjà marié. Ok. Et aussi, en grandissant, on te dit, non, tu as un boulot, tu as une situation, marie-toi. Et beaucoup de gens ne savent pas que des fois, se marier jeune est une grande erreur. Très grande erreur. Vous avez entendu, et d'un homme particulièrement, moi je peux le dire. On devrait... Personnellement, je pense qu'on devrait arrêter tout homme de se marier avant 30 ans. Merci. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez répéter? Non. On devrait arrêter tout homme de se marier avant 30 ans. Parce que la maturité n'y est pas. Et aussi, on n'a pas vraiment... On n'a vraiment pas la vision de ce que ça veut dire d'être en couple. Parce que d'être un homme aussi, d'abord. Oui, un homme, c'est vrai. Ensuite, mais même d'être en couple. Parce que... Si tu y penses personnellement, être déjà en couple est un chemin long. Le jour à jour déjà, le quotidien est déjà un problème. Et si tu n'es pas mature, si tu n'es pas déjà posé en tant qu'un homme, je peux dire dans ton royaume d'homme, et confortable dans ta masculinité, une femme peut détruire ce royaume que tu as, ce confort que tu as, et détruire le couple que vous avez. Donc, déjà, l'expérience de mariage, pour moi, est une expérience dramatique. C'est déjà... Je suis traumatisé par le mariage. Quand j'y pense, je n'étais pas du tout prêt. Vous n'étiez pas prêt. OK. Et maintenant, il y a ce doute après le divorce. Après le divorce, la première chose est jamais. Tout ce que je vais me vagabonder, je vais faire ce que je vais faire, je veux être célibataire pour toute la vie. Wow. Et une année passe, 2 ans, 3 ans. Et maintenant, tu commences par remarquer une chose. Si tu étais seul, c'est très facile à faire. Mais quand tu as un enfant, il y a une stabilité qui manque. C'est ça. Spécialement quand tu as une fille. Parce que tout enfant a besoin de stabilité. Donc, ce qui veut dire qu'en ce moment, tu te dis, OK, je suis père, j'ai ma fille, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux jamais être moi-même autour de mon enfant. Tu dois cacher cette copine ici. Tu dois dire à celle-ci de ne pas venir à 7 heures parce que je suis papa. Tu dois
tu dois un peu marcher sur la ligne de défense à tout moment, parce que toute femme avec qui tu es te dit, oh, tu es papa, oui, c'est bon et tout, mais pourquoi je ne connais pas ta fille? Tu dis, non, ici c'est Fort Boyard. Tu ne dois pas, tu ne dois pas sauter derrière. Limite, si tu ça, je te pousse dans l'eau. Ici, on ne pose pas de questions. 2-3 ans. Et tu te dis, tu sais quoi, le problème ne sont pas ces filles. C'est ça. Le problème, c'est moi. C'est ça. Je ne suis plus prêt à ouvrir mon cœur. Je ne suis plus prêt à vraiment aimer quelqu'un et à être vulnérable pour pouvoir m'offrir à quelqu'un et reconstruire quelque chose. Et maintenant, tu commences par te poser la vraie question. Si je devrais être dans le couple idéal, comment est la vision de mon couple idéal? Comment est la femme? Qui est cette femme? Qui est cette personne qui peut être représentée dans mon couple idéal? Et ça, c'est une question qui peut prendre 1 an à répondre. Ah oui. Parce que maintenant, tu ne commences pas à faire la somme de tout ce que tu aimes chez toutes les filles que tu as draguées ou que tu as connues. Et je dis, bon, j'aime ceci à propos d'elle, mais je n'aime pas ceci. Mais j'aime ceci, mais je n'aime pas ça. Et à la fin, tu te dis, mais à la fin, je veux une femme qui peut faire ceci, ceci, cela, ceci, ceci, cela. Mais je ne veux pas une femme qui va faire parce que ceci, c'est non, non, non. Ce sur quoi tu es vraiment catégorique. C'est ça. Et maintenant, tu te dis, OK, maintenant que je suis prêt et que je sais ce que je veux. Oui. Option 2, mes propres démons, mes propres problèmes. Est-ce que ma forteresse est propre? Est-ce que mes sentiments sont clairs? Est-ce que cet esprit de haine, cet esprit de ego, mon ego est au lieu où je veux qu'il soit. Et là, maintenant, j'ai dit, OK, je sais ce que je veux, je connais mes propres démons, je connais ce qui est mauvais sur mon caractère. Je peux me mettre là-bas pour voir quelle est la fille qui aura les caractéristiques que je veux. Et l'un des pièges que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu es à ce niveau, je me dis que là où le diable te tente est que les opportunités viendront. Oui. Mais, et surtout la pression de la famille et des amis. Oh, trouve-toi une fille du quartier. Trouve-toi une fille du pays. Trouve-toi une fille du continent. Trouve-toi une fille africaine. Trouve-toi une fille qui peut parler notre langue, qui vient de notre village, qui fait des choses comme ça. Oh, je connais une fille, je connais celle-ci, je connais celle-là. Mais le piège est que si tu tombes pour cela, tu oublies la raison pourquoi tu étais déjà prêt pour commencer. C'est vrai. Qui veut dire quoi? Est-ce que cette fille, cette personne, a les caractéristiques avec lesquelles tu es au moins à 90% d'accord dans la vision de ton couple du futur? Que tu t'étais créé. Exactement. Wow, tout un travail. Et j'aime beaucoup les étapes que vous avez décrites, que vous avez traversées avant de pouvoir arriver à ce stade où vous avez désiré maintenant avoir une femme. Parce que le chemin est le même pour les femmes aussi. Ce dont vous parlez est un chemin humain. C'est pas que masculin, c'est pas que féminin, parce que toute personne humaine qui traverse une séparation difficile a un gros travail à faire. Et pour pouvoir passer au-delà de la barrière, comme je l'appelle, le chemin de la guérison, comme je l'appelle. Et vous avez mieux que moi décrit les étapes de ce chemin de guérison-là. Et je vous remercie beaucoup pour cela. J'adore le fait que ça vient d'un homme. OK? OK. Alors, un autre sujet qui m'intéresse et que je soulève souvent, nous soulevons souvent à Afrique Émotion, c'est le rôle de la famille et de la société dans tout ce dont on vient de parler, dans une séparation avec les enfants. Quelle a été votre expérience? Moi, mon expérience, comme je dis, a été vraiment... J'étais vraiment traumatisé par l'expérience parce que j'ai épousé une femme de l'Occident. Donc, les gens dans l'Occident, quel que soit ce que les gens disent, quand un divorce se passe dans un couple, tout le monde prend son côté.
Les gens sont du côté de l'homme ou du côté de la femme. C'est ça. Et aucun des gens de la famille de ta femme viendront te supporter, toi. Au moins à l'Occident. Pourquoi? Parce qu'ils protègent leurs enfants. Mais tout le monde. Bien en sûr. Afrique, c'est pas pire. Oui. Chacun protège de ta famille. Moi, comme j'ai dit, j'ai grandi dans une situation un peu plus difficile. Dans ma homme, c'était difficile à moi de dire à mon père que ce qui se passait. Je suis divorcé. Ma mère, ils ne sont pas ensemble, donc ma mère a compris. Elle se dit, tu sais quoi, ça arrive, sois fort. Mais le père? Le père, c'était comme, ok, je ne sais pas quoi te dire, moi, ça arrive, je suis ma 4e femme, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'on a des problèmes. On n'avait pas précisé ça. donc, aussi, il y a ce moment qui vient, personnellement, et ça, c'est un peu intime, mais tu te dis, est-ce que je vais ressembler à mon père? Ah oui. Ah oui. Oh. Ah oui. Est-ce que je vais redevenir la personne avec qui j'ai vécu? Ah, c'est profond, ça. Est-ce que je deviens l'image de cette personne? Ah oui. N'est-ce pas? Donc, ce doute-là vient où tu te dis, peut-être qu'il n'est pas la personne la mieux placée pour comprendre d'où je viens. C'est ça. Donc, j'ai dû me recorqueviller à l'intérieur. Et rappelle-toi, je me suis marié à 22, je me suis divorcé à 27. Et comme j'ai dit, aucun homme devrait se marier avant 30 ans. Avant 30 ans. Donc, ce qui veut dire que tous les amis que j'avais avaient le même niveau de maturité que moi. Donc, ils ne pouvaient même pas m'aider à couper avec la situation. Oui. Important, hein? Une petite pause. Voilà un homme qui se rend compte que son entourage n'était pas au niveau de maturité nécessaire pour l'aider à sortir, à grandir et sortir de ce qui se passait. Écoutez bien, hein? C'est profond. Tu pries. Tu lis beaucoup. Moi, vraiment, ce qui m'a aidé, et peut-être ça ne marche pas pour les autres, mais c'est la solitude. OK. La solitude a vraiment aidé parce que moi, je dis que ton pire ennemi est toi. Oui. Donc, la personne qui te critique le plus, c'est toi. C'est toi, oui. Donc, quand tu t'assois seul avec ta conscience, la conversation... C'est la plus mauvaise conversation ou la conversation la plus difficile que tu peux avoir que possible parce que tu ne peux pas te mentir. C'est ça. Donc, la solitude a vraiment aidé parce que, ça m'a permis de me parler pour dire où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Tu n'es pas ton père. Tu es ta propre personne. Peut-être ceci, c'est juste une erreur. Peut-être il y a des choses positives qui sont sorties de cette expérience. Et tout le monde dit, oh, les enfants sont des bénédictions. Ça, c'est un mensonge. Parce que quand tu es divorcé, tu ne les vois pas comme une bénédiction. Tu te dis, ça, c'est encore une responsabilité que je suis responsable pour quelqu'un maintenant. Oui. Donc, non seulement je dois travailler pour moi, je dois maintenant garder ce visage, ce sentiment, cette harmonie pour que mon énergie n'affecte pas l'enfant. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des moments seuls où toi-même, en tant qu'un homme, tu te dis, mais pourquoi est-ce que moi, je veux pleurer? Pourquoi est-ce que je suis triste? Joe, tu es un homme alors, n'est-ce pas? Merci. Oh, merci Jacques. Ce dans quoi nos hommes, nos frères africains sont éduqués, c'est ça. Un homme ne pleure pas. Parce que quand un homme pleure, il n'est plus homme. Il n'a pas d'émotion. Un homme n'a pas d'émotion. Un homme ne doit pas avoir d'émotion. Et donc, vous expliquez que vous avez dû, dans cette solitude, dans cette conversation avec vous-même, vous rééduquer et vous reposer la question, mais attends, cette chose qu'on m'a apprise,
que je ne dois pas pleurer. Est-ce que c'est bon pour moi? Que tu assimiles. On assimile. Ouais. On assimile de la société. Ouais. Vous avez passé un moment qui vous a forcé à le mettre en question. 100%. Parce que le divorce est comme un catalyste. Hein? Quand ça vient, c'est un élément catalyseur. Ça vient et ça expose tout ce qui est mauvais ou bon de ta personnalité. Donc, ça peut aller de deux côtés. Tu peux devenir cette personne qui est aigrie. C'est ça. Ou tu peux devenir cette personne qui devient une meilleure version de toi. Aujourd'hui, je me dis personnellement, après 7 ans, je me dis que je suis content que ce divorce est passé. Wow. Parce que ça m'a montré une face de moi-même que je ne connaissais pas. Oh là là. Ça m'a mûri. Wow. Donc, vous voyez l'opportunité? Nous voulons parler de nos réalités pour pouvoir nous amener à y voir l'opportunité. Merci Jacques. Merci beaucoup. Et avec ces mots d'encouragement, nous sommes pratiquement à la fin de notre conversation. J'aimerais que vous partagiez avec nous vos derniers mots ou vos leçons apprises. Vous en avez déjà partagé beaucoup, mais un peu plus spécifiquement, premièrement, adressé à nos frères, à nos hommes africains qui ont des enfants avec des femmes mais ne sont plus en couple avec eux. Ceux-là qui sont en train de traverser ce que vous avez traversé, qui sont soit à l'étape de la résistance totale et de la haine et de l'énervement, ou qui sont totalement absents. La vérité est que mon premier conseil est de ne négligez pas le fait que vous êtes heurté. Faut pas se le cacher. Non. Le mariage, le divorce ou une séparation, ça blesse. Tout le monde. Ça, tout le monde. Nous ne sommes pas des machines. Ça blesse. Même si cette personne, à la fin de votre couple, était devenue l'ennemi, vous avez eu de bons moments. Oui. Vous avez partagé un lit ensemble. Oui. Donc, ces émotions vont venir. Oui. Au lieu de les suppresser, au lieu de les pousser en bas, laisse-les venir. Parce qu'ils vont passer aussi. Ça, c'est un. Donc, acceptez le fait que vous êtes heureux. Ça, c'est la première chose. Homme ou femme, acceptez ça. Après l'acceptance, il faut prendre une comptabilité. Okay? Est-ce que c'était qu'est-ce que j'ai fait pour participer au résultat? Parce que ça, c'est ça qui est la chose qui va t'aider dans ton prochain ou dans la prochaine relation. Tu sais ce que tu as déjà fait qui n'a pas marché. Tu sais ce que tu as fait pour détruire le mariage, pour participer à cette séparation. Quelle leçon est-ce que tu as appris de ça? Parce que moi, l'une des premières choses que je sais maintenant, que je dis à tout le monde, quand une femme me dit quelque chose qui me heurte, personnellement, je prends 5 secondes. Je m'énerve. Intérieurement. Mais maintenant, j'essaie d'écouter ce qu'elle a dit sans l'inflexion de la voix, sans émotion. Juste le message. Pour voir, OK, quel est le message? Le contenu. De contenu. Pourquoi? Parce que quand on va avoir cette conversation, ou cette bagarre même, je ne veux pas l'avoir émotionnellement. Parce que émotionnellement, quelqu'un doit perdre. C'est ça. Quelqu'un doit perdre. L'homme ou la femme, on doit perdre. Parce que l'ego bien sûr contrôle la situation. Exactement. Mais maintenant, venons au sujet, au fait actuel, au contenu de ton message. Parce que quand ton contenu
est discuté et présenté, tu peux dire, ah, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas c'est pas le mot que je voulais utiliser. OK. Et maintenant, tu peux dire à la personne, ce qui m'a heurté est ce contenu, mais non seulement le contenu. S'il te plaît, prochainement, il faut mettre ce que tu as à dire dans un emballage mieux pour pouvoir me le servir. Je prends le contenu, je prends ce que tu as à me dire, mais je veux l'emballage qui est mieux. Un effort sur l'emballage. Parce que ce n'est jamais le message. C'est vrai. C'est la manière dont le message est présenté. Et vous avez entendu. Donc, c'est l'une des plus grandes leçons. Cette maîtrise de soi. Maîtrise ce que tu as à dire. Et reviens. Parce que moi, j'ai remarqué, une femme particulièrement a peur de l'homme qui discute le contenu et pas l'émotion. Oui, absolument. Donc, vous êtes un homme très, très intelligent. Vraiment intelligent. Vraiment intelligent. Effectivement, parce que, parlons de la perspective d'une femme. Bien sûr. Quand je parle à un homme, je veux d'abord savoir qu'il a écouté mes émotions. Et malheureusement, nous ne sommes pas faits exactement de la même façon, n'est-ce pas? Nous, les hommes, nous sommes pratiques. C'est ça. Les femmes sont émotionnelles, émotionnelles. C'est ça. Nous avons des émotions, mais nous essayons de garder ça. Oui. Et une chose vraiment, vraiment importante est que, et pour les femmes, c'est ce que je vais dire, vous devez savoir, les femmes ne sont pas parfaites, mais particulièrement nous, les hommes, nous ne sommes pas du tout parfaits. Tout ce qu'on fait, on essaie. Parce que un homme est comme un enfant. Nous avons besoin de cet amour maternel. Mais aussi, on aime être reconnu pour notre effort. Ah oui. Pas pour ce qu'on a fait, pour notre effort. Parce que quand on fait quelque chose, nous sommes les premiers à te dire qu'on l'a fait. Et on le présente déjà. Il y a une de mes amies une fois qui me dit que dans le lit, elle a dit une fois à son mari, elle savait que c'était, lui-même il savait que c'était terrible déjà ce qui se passe. Ce soir-là, c'est terrible. Ce qu'il est en train de servir n'est pas bon. Mais après qu'ils ont fini, elle s'est retournée et dit, chérie, tu as essayé, non? Oh. Et il a commencé par pleurer. Oh, wow. Pourquoi? Parce que il s'attendait à ce qu'elle s'énerve. Il s'attendait à ce qu'il y ait une réaction différente. Donc, quand un homme est reconnu pour son effort, il est encouragé. Il essaie même de faire plus que ce que tu expectes de lui. Pourquoi? Parce que tout homme qui est fier de sa femme dit toujours, chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, elle reconnaît. C'est ça. La reconnaissance de l'effort de l'homme fait une très grande différence dans le couple. Ah, magnifique. Et n'oublie jamais de dire merci. C'est ton mari, c'est ton copain, dis merci. Parce que dire merci à ton partenaire est plus important que tu ne le penses. C'est vrai. Merci d'avoir lavé les assiettes. Ouais. Au lieu de, tu devrais laver les assiettes. Merci de mettre du gaz dans la voiture. Merci. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de le faire, mais tu l'as fait. Tu reconnais l'effort et tu remercies. Femme ou homme. C'est vrai. Donc, ce sont mes derniers mots. Jacques Béguédou, comme on dit chez nous, sa parole est tombée. Eh bien, rappelez-vous que la conversation continue sur keliamouzou.com. Allez-y, m'envoyez vos pensées, vos commentaires, vos questions par rapport à ce que vous venez d'écouter. Et je ferai de mon mieux pour lire le maximum de vos messages pendant le live du mois. C'était Afrique Émotion. Notre invité du jour, Jacques Béguédou. Merci beaucoup. Merci. Restez connectés parce que vous comptez.